On va voir justement en course, on voulait faire un point avec vous, peut-être tirer un premier petit bilan parce que les forces ukrainiennes, donc on le rappelle, ont pénétré sur le territoire russe via cette région de Koursk. Donc c'est une opération qui a commencé il y a presque 3 semaines maintenant. Selon l'ISW, vous le savez, le fameux institut pour la guerre, les forces ukrainiennes continuent de progresser ici, même si c'est une progression très lente. Quel est le bilan donc après 18 jours de combat? Le général Bernard Norlin, normalement, est en direct avec nous, j'espère que c'est le cas. Oui, bonjour général. Ancien commandant de la force aérienne de combat, vous êtes également président d'Initiative pour le désarmement nucléaire et ancien directeur de l'IHEDN. Bilan après 18 jours de combat, selon vous, des forces ukrainiennes à Koursk, dans la région de Koursk? Oui, ben écoutez, jusqu'à maintenant, les Ukrainiens ont fait sans faute, hein, puisqu'ils ont très bien joué sur ce pourquoi ils sont très bons, c'est-à-dire la surprise, la mobilité, l'innovation, etc. Bon, alors évidemment, maintenant, il se trouve à un point clé, c'est-à-dire comment durer. Est-ce qu'il faut durer et comment durer? Alors la première question, c'est qu'au fur et à mesure que leur offensive a augmenté, ils se heurtent de plus en plus à une résistance russe. Et voilà, donc la première question, c'est est-ce que leur progression qui se ralentit maintenant va s'arrêter, va s'enliser, ou au contraire, ils vont pouvoir poursuivre leur offensive. Pour eux, l'avantage qu'ils ont et qu'ils doivent conserver, c'est leur capacité à surprendre et à attaquer l'ennemi dans des endroits où il ne s'y attend pas, surtout à l'empêcher de s'organiser, à le désorienter. C'est ça le grand avantage. Et maintenant, on voit bien que les Russes, quand même, ont déplacé de nombreuses unités pour essayer de contrer cette offensive ukrainienne, et que donc le problème des Ukrainiens, c'est que bien sûr, ils vont se heurter maintenant à une résistance, logiquement, de plus en plus grande. Alors Oui. maintenant, est-ce qu'il faut qu'ils continuent? Mm. Normalement, ce genre d'opération n'est pas destiné à être permanente. Mais d'un autre côté, il faut quand même que pour qu'ils récoltent quelques fruits de leur offensive, il faut quand même qu'ils arrivent à durer un certain temps de manière à ce que la menace sur le territoire russe se fasse plus prégnante pour les Russes et qu'ils envoient de plus en plus d'unités pour défendre leur territoire. Et donc, ce qui voudrait dire évidemment qu'ils essayent de dégarnir un peu le front du Donbass et de soulager la pression russe Ouais. sur l'Ukraine. Alors c'est justement, visiblement, pardon, je vous coupe général, visiblement c'est ce sur quoi tablait l'armée ukrainienne. Elle espérait effectivement que la Russie déplace ses troupes de Pokrovsk, donc là on est dans le Donetsk, et là c'est là où ça devient compliqué pour l'Ukraine sur le front Est, pour défendre la région de Koursk, donc un mouvement de troupes russes pour pouvoir aller défendre cette région russe. Sauf que ça n'a pas été le cas. Regardez ce que dit un soldat ukrainien à The Economist, les Russes l'ont compris, donc cette tentative de diversion ukrainienne, et ne mordent pas à l'hameçon. C'était ça le but premier des Ukrainiens, selon vous? C'était justement pouvoir un peu soulager le front du Donbass en faisant en sorte que davantage de soldats russes soient envoyés vers Koursk? Écoutez, probablement c'était un début, mais vous savez, dans ce type d'opération, l'objectif, il ne faut pas avoir vraiment de but, il faut saisir l'opportunité. Là, ils ont compris qu'il y avait un point faible dans la défense russe de leur territoire, et ils utilisent ce point faible, comme disent les Chinois, ils utilisent une situation qui leur est favorable. Donc le but, évidemment, c'était aussi implicitement d'attirer des troupes russes qui sont actuellement au Donbass pour soulager cette pression. Mais voilà, donc je crois qu'il ne faut pas raisonner trop en termes de but, d'objectifs très clairs. Là, ils ont saisi une opportunité, ils utilisent cette opportunité et ils l'utiliseront tant qu'ils peuvent en tirer un profit. Alors, vous me direz que pour l'instant, le profit peut-être espéré n'est pas là encore, mais justement, c'est leur question. Il faut qu'ils tiennent encore, il faut qu'ils soient encore plus menaçants, et surtout qu'ils essayent de trouver des points faibles dans ce dispositif dans l'oblast de Koursk. Vous savez, à un moment, on a parlé du chaudron, c'est-à-dire de leur capacité
en coupant les ponts sur la rivière Seym, leur capacité à encercler un certain nombre de troupes russes. Voilà, c'est ce genre d'initiative qu'ils doivent avoir et je pense qu'ils essayent de saisir pour essayer de faire basculer. Là, ils sont à un moment où l'opération n'a pas encore basculé dans un sens qui leur est favorable. Ça peut tourner mal comme ça peut tourner très bien. Donc, c'est un point un peu difficile pour eux. Exactement. Là pour l'instant, c'est dans l'expectative. Aurélien Duchesne, est-ce qu'ils ont les moyens de tenir leur position, les Ukrainiens, même si on a bien compris avec le général que le but, c'était pas de s'installer dans cette région de Koursk? Ils se sont donné les moyens de tenir à 2 égards. Le fait d'avoir, par exemple, détruit 3 ponts et même désormais d'avoir détruit, au moyen de munitions cluster américaines, des barges de débarquement et des ponts flottants russes, ça va continuer de couper les éléments russes qui restent. On parle de 10 000 hommes, par exemple, côté de Koursk, qui vont être isolés de tout ravitaillement. Donc les Ukrainiens, premièrement, se donnent les moyens de tenir. Et deuxièmement, quand vous regardez à la fois les nouveaux éléments qui arrivent, des éléments de 2 brigades aéroportées avec des moyens organiques conséquents. On a vu par exemple des véhicules blindés australiens Bushmaster qui rejoignent les forces ukrainiennes. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que non seulement les Ukrainiens se donnent les moyens de tenir, y compris en termes de logistique, et ça veut dire surtout que le fait qu'ils engagent des véhicules, si je prends un autre exemple, celui des Bradley américains, les Ukrainiens ne les utilisent pas n'importe comment, pas en n'importe quelle occasion, du fait de leur nombre limité. Le fait qu'ils engagent de tels moyens prouve là encore qu'on n'est pas du tout dans une affaire de 3 semaines, mais sans doute de beaucoup plus. Donc ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, ce n'est pas un coup d'éclat. Alors j'entends Aline là tout de suite qui dit non, qui est très ferme. Oui, parce que sur la question par exemple de potentiel objectif, un des potentiels objectifs aurait été de décharger la ligne de front à l'Est. On oublie aussi que l'Ukraine dit très clairement qu'elle va défendre, sauver ses vies, sauver ses villes, notamment Kharkiv est soumis sous le feu depuis le début de l'été. Je crois qu'on a parlé, depuis ça a été dépassé, au tout début de l'opération de l'offensive de Koursk, de 2000 frappes depuis le début de l'été, par exemple sur l'oblast de Soumy. Ce qu'on constate, c'est que les troupes qui arrivent russes, qui arrivent en renfort pour essayer de contrecarrer dans l'oblast de Koursk, ces troupes viennent de Kharkiv et de Zaporijjia. Ce qu'on constate à Kharkiv et à Soumy, c'est une réduction de l'intensité des frappes, c'est-à-dire une meilleure protection des villes, ça sauve des vies. Les Ukrainiens ont expliqué aussi qu'ils... D'ailleurs, il y avait quand même des indices dans leur discours de construire une zone de sécurité, une zone tampon pour mettre... l'appareil militaire le plus loin possible des villes ukrainiennes. Parce que, quand même, la protection de Kharkiv et de Soumy n'a rien à voir en termes d'enjeux de protection et de défense, j'entends au niveau humain, parce que des fois, il faut aussi sortir des cartes et des mouvements purement militaire, parce que l'un des objectifs de l'Ukraine, c'est défendre sa population. Et pardon, mais Pokrovsk, ce n'est pas Kharkiv et Soumy. Kharkiv, c'est la 2e plus grosse ville d'Ukraine. Donc c'était une priorité absolue que quelque part de la libérer aussi de la pression des bombardements. On note aussi dans beaucoup d'expressions ukrainiennes, qu'elles soient au niveau de la société civile, au niveau des autorités, la question des prisonniers. C'est un enjeu immense, en fait, pour les Ukrainiens. Exactement. Et si je puis me permettre, il y a 2 éléments qui ont été annoncés par les Ukrainiens. C'est, oui, ils sont en train de progresser beaucoup plus rapidement depuis l'offensive de Koursk dans l'oblast de Kharkiv, où à cette zone frontalière, il y a des positions russes. Et ils ont probablement libéré une colonie pénitentiaire de prisonniers, de femmes, en fait, dans l'oblast de Koursk hier.